pense que tout ça, ça devrait être enregistré pour être capable, après ça, d'être capable d'y retourner nous autres mêmes pour se rafraîchir la mémoire parce que des fois, ça déboule vite. On a notre super Étienne qui est là, des fois, qui nous sort des noms longs comme le bras, puis la boucane nous sort par les oreilles et les narines. Là. C'est le fun de revenir. Comme, moi, j'y retourne voir les jeudis soirs, les séances à Détroit. Moi, je retourne voir ça, puis là, tu es plus relax, là, puis tu regardes ça, puis puis là, tu as quelque chose que tu n'as pas compris, tu recules, tu vas le rechercher. C'est ça. Fait que moi, c'est une proposition que je fais. J'ai dit, moi, personnellement, ça ne me dérange pas. De toute façon, pendant l'enregistrement, tout ce qu'il y a à faire, c'est qu'on coupe la caméra, puis on n'est plus là. Bon, ben, fait que c'est parti, hein, comme on dit. Écoute, allez-y. Puis d'ailleurs, bonsoir à tout le monde. Bonsoir Denis, bonsoir Carl, Diane et Michel Pilon. J'en profite, je suis à ma pause. Oui. Alors, je vais lui faire un petit coucou. Là. Je vais repartir avant 8 heures, mais le temps, je vais être là. OK. Parfait. Bien, ça, j'étais étonnée de te voir, justement. Ben, c'est ça, quand j'ai vu, là, je tombe en pause à soir, je dis, je vais être capable d'y aller. Alors, pour ça, je dis, je viens, là, mais vous allez me voir manger en même temps, là. Aucun problème. Content que tu sois là, Diane. J'ai vu tes photos passer. Tu as des belles captures à tes pièges lumineux. Là, je vous le dis, là, je suis en retard sur mes photos. Là. J'en ai un paquet. Là, ça va prendre les prochaines journées de mauvais temps pour traiter tout ça. Là. Mais mes photos sont toutes sur une naturaliste. Quand elles sont identifiées, je les mets automatiquement là. Mais il va y en avoir un paquet d'autres à venir. Là. Parfait, yes. Ça, on va les attendre. Ben oui. C'est ça. Et puis, écoute, je peux passer la parole à Michel qui va nous présenter un petit peu sa vision pour le recensement des papillons. Puis, tu sais, toi, Michel, si vous ne le savez pas encore, tu sais, il participe à plusieurs projets sur les papillons. Donc, il va nous en glisser quelques mots ce soir, entre autres. Puis, sa méthode, sa procédure aussi. C'est ça. À toi, Michel. OK. Est-ce que tout le monde m'entend bien, premièrement? Oui. Oui. 100%. Moi, je suis biologiste à la retraite. Donc, j'ai travaillé dans d'autres domaines que l'entomologie, mais je fais de l'entomologie depuis que je suis très jeune, c'est-à-dire depuis l'âge de 5-6 ans. C'est les premiers papillons que j'ai capturés et identifiés, c'est avec un naturaliste de la région de Rimouski qui s'appelle Rosaire Pelletier, qui présentement doit avoir 85 ans. Rosaire, c'est lui qui m'a appris les rudiments de l'observation des insectes, surtout les papillons. Et avec le temps, j'ai développé quand même une certaine collection. À l'université, j'ai travaillé aussi dans le domaine un petit peu. Donc, j'ai fait quand même quelques études. J'ai laissé aussi une partie de la collection de Rosaire Pelletier à l'Université Rimouski, mais le problème, c'est que je n'avais pas organisé la conservation de la collection, puis je pense que le problème, moi, j'étais parti de la région, donc la collection a eu un petit peu de misère avec les insectes ravageurs des collections. A eu un manque d'entretien. Et ces dernières années, j'ai recommencé à faire justement de l'observation de papillons. Surtout de la photo. Papillon de nuit, surtout. Je fais aussi papillon de jour, mais plus papillon de nuit. Mettons que j'en fais à peu près aux 2 jours durant l'été. Ça vous donne une idée que c'est beaucoup. Mais je me suis rendu compte que les maniaques des papillons de nuit, c'est tous des anciens, des ornithologues, pas des anciens, des ornithologues maniaques aussi, qui deviennent aussi maniaques d'observer les papillons de nuit qu'ils l'ont été pour observer les oiseaux. Pourquoi? Je pense qu'il y a un intérêt à identifier, à nommer, à regarder, etc. Puis on se rend compte qu'après avoir observé 300 à 400 espèces d'oiseaux au Québec, mettons qu'on n'en voit plus d'autres. Donc, avec les papillons de nuit, on sait qu'il y en a 2800 quelques espèces, dont la moitié, c'est des micro-lépidoptères qui sont mal connus. On se rend compte assez vite qu'on ne les connaît pas, mais qu'il y en a tellement. Puis je vais vous dire, j'en ai même découvert qu'il n'y avait pas de nom encore. Les spécialistes m'ont dit, Michel, garde des papillons. En Gaspésie, mais on ne le connaît pas. Bon, c'est beau. Donc, il y a quand même beaucoup de chemin à faire, tandis que dans les oiseaux, ça n'a jamais arrivé qu'ils m'ont dit qu'ils ne connaissaient pas le nom d'un oiseau. C'est une chose. Puis,
de ce groupe-là de maniaques, on a parti ce qu'on appelle le projet Mur à papillons, c'est-à-dire qu'on s'est mis ensemble pour justement, sur iNaturalist, pour noter nos observations. Puis, travailler ensemble aussi pour voir comment est-ce qu'on faisait pour observer des papillons. Fait qu'on a travaillé avec l'Insectarium de Montréal, donc avec Maxime Larrivet, qui est mon neveu, qui nous a fourni aussi un peu d'équipement. Puis avec tout ça, on s'est mis à produire beaucoup d'observations. Donc, au Québec, on a quand même au-dessus de 100 000 observations de papillons nuit dedans le projet des papillons du Québec, le papillon nuit du Québec, sur iNaturalist. C'est quand même un bon début en quelques années. Puis il y a beaucoup d'observateurs qui ont au-dessus de 1000 espèces de papillons nuit différents, puis au-dessus de 10 000 observations déposées sur iNaturalist. Pour dire une idée, c'est quand même assez simple. Tout ce que ça prend, c'est un appareil photo, puis soit un ordinateur ou un téléphone intelligent pour déposer les photos. Aussi simple que ça. Puis sur iNaturalist, il y a un système de robot qui permet de nous aider à identifier souvent les papillons. Je dis souvent parce que ça prend entre 400 et 500 photos d'un papillon sur iNat pour pouvoir avoir déjà une estimation du nom de l'espèce. Si on a juste, si c'est une espèce qui est rare, qui a 15-20 photos, c'est sûr que le robot n'identifiera pas pour nous autres l'espèce, mais quand il y en a 500-600, habituellement, il ne se trompe pas trop. Donc, ça aide déjà. Il y a aussi la communauté scientifique, il y a aussi de naturalistes qui nous permet d'identifier nos papillons qu'on voit. Et donc, on peut, entre nous autres, échanger ce qu'on observe régulièrement. Donc, je ne sais pas, ce soir, je sais qu'il y a déjà eu une séance que je n'ai pas pu participer. Je ne sais pas si ça avait été enregistré, je n'ai pas vérifié. Peut-être pas. Je pense pas, non. Non, OK. Fait que ce soir, je ne sais pas c'est quoi vos attentes envers moi, mais moi, les attentes envers les gens qui sont là, c'est sûr que c'est de voir s'il n'y aurait pas un intérêt justement à continuer à participer à l'observation des papillons de nuit et de jour aussi, là, en mettant des photos sur iNaturalist, justement, ou sur eButterfly, parce qu'il y a aussi d'autres sites utilisés pour ça. Donc, je vais laisser la parole à Étienne ou à Flavie, voir un peu c'est quoi mon rôle, parce qu'on n'a pas vraiment discuté, puis je voudrais voir un peu plus. Ben oui, Michel, hein, tu es notre expert pour le groupe des papillons. Puis, surtout parce que justement, tu avais déjà commencé des projets de recensement des papillons de nuit à travers le projet Mur à papillons, entre autres, et etc. D'ailleurs, Flavie, hein, on avait reçu le document de procédure. Oui. Et donc, Michel, on l'a partagé sur le site. Donc, pour les gens qui sont intéressés à regarder comment on monte un piège lumineux, quel est le meilleur emplacement, comment ça fonctionne, tout ça, c'est sur le groupe. OK? Des papillons, hein, c'est ça, Flavie? Oui, c'est sur la page des papillons. Il faut aller sur la page Cap sur les insectes sur le site de l'AEAQ. Dans la barre de menu, c'est écrit Cap sur les insectes. Il faut descendre, il faut cliquer, il faut descendre sur la page pour aller voir les photos des différents dessins. Donc, il faut cliquer sur la photo du papillon. Ça va vous amener à la page de l'essaim des papillons. Et en bas complètement, vous allez avoir des boutons. Puis il y a un bouton qui s'appelle clé d'identification. Donc là, c'est un document PDF avec plein de liens pour des guides d'identification, des ouvrages papier que vous pouvez vous procurer, mais aussi des clés d'identification en ligne. D'autres que c'est des PDF. Puis j'ai mis à la fin complètement, j'ai écrit document projet Mur à papillons en parenthèse de Michel Larrivé. Donc ça, c'est le document dont Étienne vous parle avec justement dans ce document-là, c'est 50 quelques pages. Là. Michel explique comment tout bien monter un piège lumineux puis comment tout exécuter ces techniques-là pour la capture puis l'observation de papillons. Tu vois, parmi vous aujourd'hui, je sais qu'il y en a qui sont déjà familiers avec l'installation de pièges lumineux. Diane, tu en fais déjà. Oui. Mon ami, il est installé en permanence dans ma cour. Puis j'ai une minuterie à 8h15, ça va allumer. Alors quand je finis de travailler puis j'arrive chez moi à 10h30, ça fait un bout de les papillons, sont bien installés. Alors j'ai juste à checker ce qui est arrivé. Puis je profite du spectacle. Alors ça s'installe bien, ça se fait bien. Exact. Ça, Diane, on voit souvent ses observations sur iNaturalist. Yes. Oui, c'est ça.
Parce que vu que je suis vraiment pas bonne pour classer et tout, j'ai trouvé que c'était la meilleure façon de tout classer par date et tout. Alors, c'est deux. Je fais le joindre l'utile à l'agréable. Moi, avec ça, c'est plus facile aussi de retrouver mes photos partout. Là. Mais non. Puis, donc, c'est ça. Pour ceux qui n'utilisent pas déjà le piège lumineux, il y a toute la procédure. Est-ce que, puis Michel Pilon, je pense aussi, a déjà fait des pièges lumineux. Donc, est-ce que les autres ont des questions particulières ou on peut regarder des observations, des questions sur peut-être comment on traite les données, peut-être aussi, issues de iNaturalist? Je pense, entre autres, à Denis ou Carl. Est-ce que vous avez des questions particulières là, pour bien commencer, si vous ne l'avez pas déjà fait encore, ou pour continuer à recenser les papillons dans votre endroit, là où vous êtes? Ah, ben, c'est ça. Moi, je vais regarder pour monter un piège lumineux. Là, je vais analyser ça, puis je vais regarder quel type d'éclairage j'ai besoin, parce que j'ai déjà pas mal d'éclairage ici que je pourrais probablement utiliser. Fait que, tu sais, des éclairages de studio en fixe, là, des trucs comme ça que je pourrais utiliser. J'ai ça, c'est des équipements qui fonctionnent sur batterie en plus, fait que ça peut être transportable n'importe où. Fait que ça, c'est le gros avantage. Puis j'ai des packs batterie 12 volts aussi là, qui me permettent d'être là pendant des heures et des heures si je veux. Là. Fait que je peux. J'ai du bon vieux stock. Là. OK, ouais, c'est bon. Ben, tu vas pouvoir commencer en tout cas avec ça. Puis il y a une liste qui a été d'ailleurs envoyée. Si jamais les lampes ne produisent pas assez d'UV, là, il y a une liste que Flavia a faite de lampes pas chères. Mais ça ne prend pas nécessairement des grosses lampes. Moi, là, non, c'est ça. le petit globe UV à 8 au Canac marqué. C'est 3 watts. J'ai acheté un petit socket qui visse là, avec une clip. Là, c'est 6 piastres. Tu trouves tout ça dans le rayon des lumières chez Canac. Okay. Ça marche très, très bien. Diane, on voit juste ton dessus de la tête. Oui, c'est parce que je suis en train de manger, c'est pour ça. Là, ouais, c'est pour ça, Michel. C'est ça, là, parce que je trouve que non, là, il y a une petite gêne, là. C'est ça. Mais non, c'est ça. Comme mon installation qui est permanente, ben là, j'ai une rallonge dans le mur. Puis quand je vais en faire ailleurs, moi, j'ai acheté sur Amazon un petit set de batterie. Il y a des prises, tu peux mettre des prises USB, des prises de courant ordinaire. Ça dure, j'en ai, ça peut marcher plus que une soirée de temps, facile, 2 soirées au complet. C'est tout petit, ça pèse rien. Puis c'est vraiment génial. On n'a pas besoin de traîner des gros packs de batterie, tout ça. Moi, c'est ce que j'utilise quand je veux en faire ailleurs que chez nous. Puis j'en ai là-dessus, je peux mettre 2 lumières faciles toute une soirée. J'utilise une bleue, UV 3 watts, puis j'ai une lampe pour les reptiles, que ça marche très bien. Puis moi, c'est ça mon installation. Puis moi, avec ma batterie, j'en ai en masse pour toute la bonne partie de la nuit sans aucun problème avec ça. Là. Mais c'est tout petit, ça rend facile dans un petit sac à dos, puis de la corde pour installer ma toile, puis ça va vraiment bien. Puis on les voit, puis on voit le résultat, justement, sur les réseaux sociaux. Carl, de ton côté, as-tu tout ce qu'il faut? Tu te sens-tu prêt à essayer? Ben moi, ça fait quand même une couple d'années que je suis dans iNaturalist, mais là, je suis passé à un autre niveau. Je suis allé lire un peu plus toutes les. J'ai compris finalement, j'avais juste la version téléphonique, que la version web a beaucoup plus d'options. Donc, je vous suis là maintenant. Je peux suivre aussi des genres, des espèces particulières. Là, moi qui chasse des champignons, je suis bien heureux. Là, j'ai trouvé des maïtakes. Là, je suis content. Ça fait comme 5 ans que je cherchais. C'est génial pour ça. J'ai créé un projet, vu que je passe 40 heures par semaine, je travaille au Parc Jean-Drapeau. J'ai créé le projet recensement de la biodiversité, la flore et la faune du parc. Là, d'un coup, aussi, en rejoignant le groupe Dessin, une 60aine d'observations d'épidoptères est apparue. Là. Fait que je suis rendu dans le rang. Je sais que là, j'ai vu que Diane était numéro 2 avec, je pense pas que je suis à 66 observations d'un coup. Là. Là-dedans, il y en a quand même des intéressantes. Sincèrement, c'est un microcosme, le parc. Là. Je pense que c'est clair. Officiellement, on ne dit pas, mais
officieusement, on est dans la zone de rusticité. Je vois des plantes qui ne sont pas capables de, théoriquement, ne pourraient pas survivre. Ça fait une couple d'hiver qui passe, puis ça amène des papillons vraiment. Ben, moi, avec le recul, là, je me rends compte que je vois des papillons que je voyais juste pas quand j'étais jeune, puis qui n'étaient même pas dans le livre de la plante. Mhm. C'est comme pour moi, là, je redécouvre un de mes loisirs, mon loisir de prédilection quand j'étais jeune. Mais là, je me mets à date. Quand j'étais jeune, je chassais de jour, évidemment. Je me couchais pas tard, mes parents ne voulaient pas. Maintenant, je veux plus, j'aime beaucoup les sphinx. C'est vraiment ma sorte favorite. Je vais, surtout que là, ma blonde, elle a des enfants, puis on s'en va à Mauricie en fin de semaine. Fait que j'aimerais ça, les initier, là. Fait que je suis bien heureux que Flavie elle ait mis un guide parce que vendredi, je suis en congé, je vais aller chercher l'équipement. Puis finalement, pour la première fois de ma vie, je vais faire un piège lumineux. Let's go! Bon, tu nous posteras des photos avec les enfants. Oui, puis, sur les groupes les Facebook, là, on papillons. veut voir ça. Ouais. Mais bref, donc je suis bien content de vous rejoindre pour ça, pour votre expérience. Là. Puis je suis un petit peu curieux pour la suite. Là. La mission un peu de l'essaim, c'est de, rappelez-moi un peu, c'est de recenser, faire état des espèces. Dans le fond, c'est du high naturalist. Là. C'est en quelque sorte du high naturaliste. C'est aussi d'encourager les gens, à s'initier. Fait que là, on voit qu'il y a des gens qui sont... Parce qu'on a un mélange. On a des gens qui sont déjà initiés. Il y en a qui ne le sont pas encore. Les gens qui sont déjà initiés, eux, peuvent choisir un endroit où ils vont faire du piège lumineux, où ils vont faire une promenade pour échantillonner des papillons de jour, par exemple, et retourner de manière récurrente à cet endroit-là. C'est ça qu'on veut. C'est que les gens collectent des données, prennent des photos ou carrément les capturent et les épingles, les identifient. Importe qu'on puisse utiliser ces données-là pour avoir une idée de la diversité à un endroit précis. Et quand on est 50 à faire ça, ça nous donne une image, une fenêtre sur justement la biodiversité et les populations de certaines espèces. Donc, c'est un peu ça l'idée. Fait que petit peu par petit peu, on démocratise justement l'entomologie amateur à travers justement le projet Capsule des insectes. Loi, toi, tu serais rendu à la partie initiation, qui est la partie où tu peux faire ton premier piège lumineux, voir comment ça va, puis dans un deuxième temps, commencer à l'installer soit chez toi ou ça peut être dans ta cour arrière à Montréal. Il y a beaucoup d'espèces exotiques en ville qui peuvent être détectées, entre autres avec des pièges lumineux installés dans la cour arrière. Puis avec des petits pièges qui ne produisent pas tant de lumière, comme ceux que Diane a mentionnés, ça peut se faire à tous les jours. Tu vois? Ça éclaire quand même surprenamment. C'est sûr qu'en ville, il y a de la pollution lumineuse, là, mais je pense que j'ai déjà publié des photos de mon installation. J'en ai d'autres, je pourrais les publier. Là. Mais c'est quand même surprenant comment juste un petit 3 watts, ça éclaire. Oui. 3 watts, ça fait de la job. 3 watts. Ça fait que les batteries durent longtemps. Oui, exact, c'est vrai. Fait que c'est un peu ça. Tu vois, fait que dans d'autres groupes, par exemple, il y a des gens qui ont déjà commencé à utiliser des pièges pour recenser des insectes. Donc, comme ça la mission un petit peu du projet. Moi, j'avais une question. Oui, Diane. Est-ce qu'il y a une façon particulière, vous voulez qu'on présente les données? Bon, c'est sûr, on rentre nos identifications, nos photos dans le naturalisme, mais y a-t-il des demandes particulières où on identifie les choses, on les rentre sur une naturaliste? Avec ces données-là, il va-t-il y avoir quelque chose qui va être pas publié ou un résumé ou quelque chose, mettons, à la fin de la saison, là, on fait quelque chose avec ça ou c'est juste éventuellement plus tard, ça va servir à quelque chose? Oui, c'est sûr qu'on est au début du projet puis on a commencé au milieu de l'été. L'année prochaine, il va y avoir beaucoup plus de données, puis il va y avoir beaucoup plus de monde. La diffusion va être, je dirais, 5 fois plus importante aussi que cette année, la diffusion du projet. Donc, oui, avec les données, en fait, sur iNaturalist, quand vous importez des données, iNaturalist les identifie comme étant des métadonnées, donc avec différentes identifications. Donc, quand on importe ces données-là, on peut importer des tableaux, des CSV ou des Excel, puis après ça, ils peuvent être utilisés pour les traiter après, pour en sortir il n'y a pas de demande spéciale que nous, on peut publier les choses. iNaturalist fait bien les choses
En tout OK. cas, Parfait. à ce niveau-là, vous pouvez mettre plein d'informations sur vos Ouais. observations déjà. OK. Fait que OK. ce que je vous dis, le conseil, ce serait mettez le plus d'informations possible. Oui, Euh, oui. Parfait. Ouais, c'est ça. Tout en étant, comment dire, faut pas en mettre, faut pas trop se donner de la tâche non plus. Là. Des fois, il y a des informations Non, qui ne sont non, pas ça reste si agréable. importantes que ça. Là. Ouais, Ouais, c'est les ça. informations pertinentes. Là. Ouais, ouais. Exemple, la date, l'espèce, Oui, avec Oui, ces c'est deux ça. affaires-là, Ouais. la localité, puis bon, Le c'est lieu, Ouais. ouais, c'est ça. c'est ça. Ouais. Oui, j'oubliais le lieu qui est bien important. Habituellement, sur e-naturaliste, il y a une petite différence avec eBird. eBird, au niveau de l'observation des oiseaux, avec ça, on met le nombre d'oiseaux qu'on observe de la même d'une espèce. Tandis qu'e-naturaliste, on ne peut pas mettre le nombre. On peut le mettre dans les commentaires. Mhm. Mais pour ça, par exemple, s'il y a une épidémie de tordeuses, c'est sûr, je vais prendre une photo avec 50 tordeuses et bourgeons d'épinette. On voit tout de suite qu'on est en épidémie parce que sur mon mur à papillons, toute la même espèce aussi tassée, là, on s'en rend compte, mais on ne peut pas noter qu'il y en avait 1 million, mettons. Mm. Comme d'autres espèces aussi, des fois, des soirées, c'est telle espèce qui est abondante, c'est difficile. On prend différentes photos, mais on n'a pas nécessairement le nom. Ça, c'est une chose qui est. Moi, j'ai commencé à compiler, par exemple, au lieu d'y aller par nombre, étant donné que j'observe à peu près à tous les jours, je note, j'ai monté des fichiers sur Excel, je note le nombre de fois que je l'ai observé dans la semaine en question. OK. Puis si j'ai observé 5 jours sur 7, je peux faire un rapport sur les 5 jours en voulant dire, mettons que les 5 jours, si je l'ai vu à tous les 5 jours, c'est pour moi, ça équivaut à comme je l'aurais tout le temps vu. Mhm. 3 jours, c'est 3 sur 5, je peux y aller en proportion. Ça me donne à la fin de l'année un peu un indice d'abondance des papillons que j'ai observés, même si je n'ai pas le nom, j'ai au moins l'indice qui était présent cette journée-là ou cette semaine-là à tous les jours pendant tant de temps. Fait que moi, quand je photographie les papillons de nuit, je photographie à chaque soir tous les papillons qui sont sur mon mur à papillons, c'est-à-dire toutes les espèces. Le lendemain, ça peut être toutes les mêmes espèces, je vais les refotographier, je les rentre sur INAT. Et pour ça, je vais avoir un suivi de présence des espèces dans le temps. Moi, ce que je veux, c'est ça. Je ne veux pas juste dire j'ai vu une nouvelle espèce, je dis plutôt j'ai vu 75 espèces cette soirée-là. La soirée suivante, j'en ai vu 78 espèces, donc 3 nouvelles souvent ou 5 nouvelles. Bien, je peux avoir un suivi justement de la diversité, puis même de l'abondance indirectement. Donc, le début de période de vol, la fin, puis etc. Je ne note pas si c'est avec des lumières UV, j'utilise juste des lumières UV, fait que toutes mes observations sont sur des lumières avec UV, sur un mur à papillons ou avec la mielée. Je ne le noterai pas non plus si j'observais que la mielée, on le voit avec la photo allemande qui est sur de la mielée. Je n'ai pas besoin de le décrire. Parce que quand tu rentres, tu prends 300 photos dans une soirée, puis tu rentres, je ne sais pas, 125 observations sur INAT, tu ne commences pas à compter trop ta vie, parce que ça serait long. Puis à tous les soirs, ça serait très long. Fait que c'est quand même facile après à interpréter indirectement. Mhm. Puis pour les données d'abondance, c'est sûr, on peut faire comme Michel explique. Oups, Bonne soirée. ah, elle disait bye-bye. Oui, j'ai Bye, pas Ouais, le choix, il faut que je il est me 8 heures. Là. J'ai tiré Bye. même. OK. Salut. ciao, ciao. Bonne fin de Je vais shift. faire ça. Oui, comme Michel expliquait, on peut prendre des données d'abondance. Pour des données scientifiques, quand on commence à prendre des données d'abondance, c'est aussi bien d'être assidu. Parce que sinon, ouais, c'est ça. Alors, si on le fait pour une espèce, ben c'est ça, il faut choisir quelle espèce, ou si on le fait pour toutes, il faut le faire pour toutes. Sinon, si on le fait juste pour quelques-unes, ben là, en fait, la donnée, elle n'a pas de temps, on ne peut pas tirer des tendances scientifiques avec ça. Fait que ça, il faut être au courant de ça. C'est pour ça que des fois, entre autres, le groupe des Lucioles, on a un protocole pour comment dire, l'abondance, évaluer la population. Là, on compte le nombre de flashs, par exemple. Mais la personne suit ce protocole-là à chaque fois. Fait que à mentionner aussi, il faut prendre ça en compte. Sur les papillons de nuit, on n'a pas ça. Justement, on n'a pas Ouais. de suivi d'indice d'abondance, tandis que dans des pays comme en Angleterre, ils le font parce que les autres, ils vont avec des captures. Ça veut dire qu'ils peuvent justement faire un suivi d'abondance. Oui, ouais, tout à fait.
OK. Toi, j'ai regardé ici le board du iNaturalist. Tu sais, on a quand même. Puis il y a des gens qui ont importé des photos de plusieurs années. Donc, on est rendu là en ce moment à 6742 observations. C'est quand même pas rien, avec 23 observateurs là-dedans, dont Denis, hein, Luc, ici que je vois, puis Carl, voilà. Ah, t'es rendu 9e, Carl, au tableau des observations. Non, mais j'ai juste rejoint le groupe, puis j'avais fait Ouf. 60 Ouais, observations. c'est ça, 66 même, je pense. J'en ai rajouté 2 aujourd'hui, je pense. Ah, bon, voilà. Fait que puis c'est intéressant aussi à travers le projet Cap sur les insectes, je ne l'ai peut-être pas mentionné tantôt, mais j'essaie de faire un partenariat avec le Conseil de la protection des plantes du Canada pour justement aussi cibler des potentielles espèces invasives, des espèces nuisibles, donc pour suivre leur progression ou suivre carrément leur occurrence, leur présence au Québec. Donc, ça sert à ça aussi, le projet Cap sur les insectes. Donc, quand il y a une liste des insectes qui sont surveillés, et donc, à travers le projet, on peut surveiller ces espèces-là, cibler. On peut même, nous, de notre côté, cibler les espèces qui ressemblent, aller vérifier les observations, donc les photos, puis regarder, c'est celle-là ou c'est une autre espèce, ou c'est l'espèce qui est considérée comme nuisible. Fait qu'il y a ça aussi qui est regardé dans le projet. Les rapports, d'ailleurs, qui vont être faits cet automne ou cet hiver là, par rapport à l'échantillonnage qui est effectué cet été. Voilà pour ça. Je pense qu'on a quand même pas mal d'informations. Je pense que tout le monde est pas mal seté. Puis en ce moment, là, ce soir, on a des gens qui sont relativement expérimentés là, dans l'échantillonnage, l'utilisation des outils, en tout cas, iNaturalist. Je ne sais pas pour toi, Michel, là, mais je pense que tu as déjà utilisé ça, là, Michel Pilon, le iNaturalist. Oui, c'est relativement nouveau pour moi, je t'avoue. OK. C'est pour ça que je n'ai pas beaucoup d'entrées. J'aurais une question. Oui. Pas par rapport à iNaturalist, mais si j'aurais, j'en ai une carrément sur le papillon de céleri. Si j'avais, merci. Oui. Ma mère me le disait. Ça fait 50 ans, puis ça ne rentre pas. J'y ai pensé, mais je ne l'ai pas dit. C'est bon. Bon. Donc, si j'avais, oui. non, mais c'est par exemple, je suis en train de faire l'élevage j'ai 5 chrysalides de papillons de céleri. OK. Si j'aurais des questions à poser à des experts, donc à Michel, par exemple, est-ce que je peux lui poser la question soit aujourd'hui via la vidéoconférence, soit sur l'essaim, ou soit directement à lui? Quelle approche est le mieux? J'aurais, par exemple, la question que j'ai actuellement. Les 4 options sont bonnes, je pense. Pardon? Les 4 options sont bonnes, je pense. On a établi Les 4 options sont bonnes. Des canaux de communication. Tu pourrais même, je pense, et corrige-moi si je me trompe, Michel Larrivée, tu peux même le rejoindre, je pense, sur iNaturalist. Il y a une messagerie. On a un groupe Facebook, tu peux poser ta question là. Pour l'adresse courriel, j'avoue qu'on ne l'a pas rendu disponible, mais tu peux y demander directement là. Ou sinon. Quelle est la meilleure façon de te rejoindre, Michel? Donc, on voudrait te poser une question. C'est sûr, l'adresse courriel, je prends mes courriels à tous les jours, donc c'est pas mal la meilleure façon. OK. Est-ce que tu vas la partager, ton adresse? Oui, pas de problème. OK, parfait. Est-ce que je peux poser ma question tout de suite par rapport à mes papillons de céleri? Ça sert à ça, les C'est ça, c'est pour ça qu'on fait le Zoom. Parfait. Fait que j'ai déjà élevé un peu plus tôt cette année j'ai eu 2 œufs. Parce que j'ai vu un papillon de céleri venir pondre carrément sur mon persil. Fait que je me suis précipité, je me suis dit, elle a sûrement, parce que je l'ai vu approcher, je me suis dit, elle a sûrement pondu. Puis effectivement, j'ai trouvé 2 œufs. Pas 400 œufs, juste 2. Puis ces 2-là sont rendus à terme. Je les ai gardés à l'intérieur. J'ai une volière pour papillons. Fait que je les ai relâchés. J'ai pris mes photos. Puis il y a peut-être 2-3 semaines, j'ai un autre papillon, j'ai le fun de dire qu'ils sont venus pondre chez nous. J'ai une deuxième génération qui sont venus sur mon persil. Puis ils sont virés en chrysalide le 8 août, donc on est le 10, il y a 2 jours.
Fait que ma question, c'est puis j'ai 2 chrysalides qui sont vertes, puis 2 chrysalides qui sont brunes. J'ai lu que le papillon de crysalide risque de hiberner si c'est la 2e génération. Puis là, je me dis, on est le 10 août, c'est quand même chaud. Est-ce que ça va hiberner ou bien je devrais les rendre à terme puis les laisser aller libres? Pour une 3e génération. Pour une 2e, non, la 2e. Non, je le sais, mais. Ils sont arrivés hier, oui. Non, je Ouais, pour une comprends. 3e génération. Pour une 3e génération, oui. Très bonne question. Moi, je ne suis pas très spécialisé là-dedans. Hey, Michel, les chrysalides sont là en ce moment, ils se sont formés, c'est ça? Oui, puis j'en ai 2 vertes, 2 brunes. Je ne sais pas pourquoi. Bon. La dernière fois, lors de la première génération, ils étaient brunes, puis ils sont rendus papillons. Oui, il y a de la variation des fois dans les chrysalides pour mieux se camoufler, là, tout dépendant du substrat dans lequel ils évoluent. OK. Mais étant donné qu'il fait chaud, puis à ce temps-ci de l'année, techniquement, là, après 10 à 14 jours, les papillons vont éclore. Puis ils vont se mettre à s'accoupler et pondre des œufs. Ouais. Donc, tu vas avoir une autre génération de chenilles. Oui. Sûrement. Ben oui, parce que. Moi, mon idée, c'était de les laisser libres. Là. Une fois qu'ils sont papillons, est-ce que je les force à hiberner? Puis si c'est le cas, comment on s'y prend pour faire hiberner des papillons? Tu mets ça dans un pot avec un petit essuie-tout avec un peu d'eau. Mais quand je dis l'eau, là, c'est humide. Ouais, juste un peu humide. Des petites gouttelettes, là. Ouais, puis tu mets ça dans ton tiroir à légumes, dans ton frigo. OK. On peut-tu le mettre dans la remise s'il n'est pas chauffé? Oui, mais là, attends, mais dans la remise, il faut que ça soit froid, par exemple. Oui. Oui, elle n'est pas chauffée, mettons. Oui, c'est. Remise extérieure. Mais ils vont éclore, anyway, parce que si tu les mets dans la remise maintenant. Oui, ils vont éclore. Oui, ils vont éclore. Donc, s'il aurait été dans la nature, si je n'aurais pas intervenu, ces papillons-là auraient éclos. Oui. J'avais tout, là. Mm-hmm. OK. C'est parce que j'avais lu que la 2e génération, normalement, il n'aurait pas éclos, il aurait passé l'hiver. Là, c'est une question de température, une question de lumière. Fait que là, je me suis dit, bon, je vais peut-être mettre la volière à l'extérieur, puis ils décideront s'ils veulent passer l'hiver ou pas. OK. Mais il reste encore 2 mois là, d'été là, avec des chaleurs. Fait que, moi, je dirais qu'ils ont en masse de temps pour. Mais Michel, ça veut peut-être. 3 générations. Ça veut peut-être dire aussi que s'il y a un réchauffement climatique, on risque d'avoir des papillons, avoir plusieurs générations aussi. C'est vrai. Peut-être, des observations comme tu fais, c'est bon de les noter puis de les mettre aussi sur eNaturalist indirectement ou sur eButterfly pour montrer que oui, il peut y avoir en tout cas plus de générations qu'on pense pour différentes espèces. OK, parfait. Avec le réchauffement, ça va peut-être montrer ça aussi. Puis, tant qu'à avoir dans la même veine, j'ai aussi, cette semaine, j'ai trouvé une chenille d'anisode de l'érable. Mm-hmm. Je l'ai capturée, elle était mature, elle ne pouvait plus manger, donc je savais qu'elle était pour se transformer en chrysalide. Je me suis renseigné sur Internet, j'ai vu que ça s'enterre, ces petites bêtes-là. Ça s'enterre. Fait que, comme les sphinx. Fait que, parce que je sais que c'est la même famille que les saturnidés. Je pensais que les saturnidés étaient dans les arbres, mais quand j'ai vu que ça s'enterrait, je dis bon là, moi je suis pas équipé pour ça, là. Fait que je vais les laisser aller libres, mais éventuellement, si on pourrait avoir des trucs, savoir comment qu'on fait pour les conserver, puis pouvoir les élever, puis voir au printemps prochain, voici mon anisode de l'érable de l'année passée. Mm-hmm. L'idée derrière ça, c'est que moi, j'essaie de photographier tous les stades de développement de chaque insecte. Fait que quand je trouve des œufs, ça me donne l'opportunité d'aller, je les élève pour être en mesure de photographier tous les stades jusqu'à l'image, jusqu'à l'imago. Okay. Ça fait des belles séries, ça. Oui. Ça fait des belles séries, c'est ça. Ouais. Fait que, en tout cas, c'est ce genre de truc. Je sais que c'est peut-être pas le but de l'essaim, mais si c'est le genre de questions qu'on peut poser, ben oui, je me gênerai pas à en poser des questions du genre. Ben oui, on est là pour ça. On n'aura peut-être pas la réponse, mais on va peut-être chercher. C'est ça. OK. C'est ça.
Mais j'ai aussi une petite chose à rajouter, là. Il y a un ami qui a fait la même technique en bioécologie que moi, qui avait ramassé plein de petites chenilles du papillon du céleri, justement, puis il en avait gardé une coupe dans une petite une cage d'élevage. Puis il y avait eu des chrysalides, des brunes, puis des vertes. Puis à un moment donné, il y en avait quelques-unes, on a attendu pendant des semaines. Puis on pensait qu'il était mort, qu'il n'y avait plus rien qui allait sortir de ça. Puis finalement, on est retourné dans la salle, puis il y avait un papillon. Ça a pris vraiment plus de temps que prévu. Fait que si vous gardez vos chrysalides, puis que là, après un certain temps, il n'y a pas d'émergence, bien, gardez-les encore, laissez-les là, puis jetez-les pas ou remettez-les pas dehors parce que ça se peut que ça prenne juste plus de temps à l'intérieur en fonction des Bon conditions. point. Euh, Si je- après 2 semaines, ils sont toujours en cocon, ou après 3 semaines, peut-être Oui, c'est qu'elle clairement. a décidé d'hiberner, fait que là, peut-être la mettre dans des conditions idéales pour l'hibernation. Ouais. Puis ce qui était OK. bizarre, c'est qu'il faisait quand même chaud dans cette pièce-là. Donc, même si c'est dans des conditions où on n'a pas l'impression que ça simule peut-être une hibernation, ça a clairement Ouais. pris plus que 2-3 semaines, nous. Là. C'était vraiment long. Mm. On était Ah, vraiment surpris, on OK. pensait qu'il était mort. Là. OK. Fait que c'est juste une petite note. Merci. Merci. Carl, tu avais quelque chose? Ben, juste prendre la balle au bon, parlant de chrysalide. Moi, j'ai capturé un sphinx du Niron, Ah, du Parthénosus tricuspidata, non, quinquifolia, là, la vigne vierge. Puis, un naturaliste me dit que justement, c'est une espèce est à l'extrémité nord ici de sa progression. Donc, c'est la preuve, même si on a de la vigne vierge, qu'il y a des nouveaux arrivants comme ça. Là, le chrysalidé, je me posais la question, exactement comme Michel disait, est-ce qu'elle pense passer l'hiver comme ça? Est-ce qu'il faut que je la sorte ou j'attends? lui, oui. Ouais, le sphinx Miron, celle-là passe l'hiver. OK, donc là, elle a fait dodo pour une année. Là. Ouais, il n'y a pas d'autre génération, là. OK. Est-ce qu'il faut qu'ils mettent de la terre pour qu'elle puisse s'enterrer? Idéalement, mais là, elle a déjà chrysalidé qui dit. Elle Ah, a déjà chrysalidée. fait un genre de cocon, j'ai jamais vu ça chez un sphinx. Ça ressemblait à un genre de. Tu sais, comme le cocon de la livrée des forêts, là, Ouais. mais pas Ouais. aussi opaque. Là. Mais elle a vraiment tissé quelque chose pour un sphinx. Non, là, ça s'en fout. Ça s'en fout. Mhm. Ça s'en fout. Ouais. Mais ça tisse un peu, même quand c'est dans la terre. OK. Ça agglutine des grumeaux de terre, puis ça fait comme un cocon, tu sais. Mais fait que là, si elle n'a pas de terre, elle a agglutiné tout ce qu'il y avait autour. Fait que c'est un bout de feuille, un bout de crotte, un bout de. Un bout de- Ben oui. Ben oui, un bout de tout. Donc là, Et- est-ce que je la laisse, je l'oublie, puis quand l'hiver arrive, je la mets dehors? Le best, c'est que tu la mets, tu te prends un petit pot, tu mets à peu près 1,5 pouce de terre, tu la mets dedans, puis tu gardes ça pas trop sec, pas trop humide. Puis idéalement dans ton frigo, puis que tu vas garder ça, tu gardes ça, puis tu le sors au mois de mai. Ouais. Parce que c'est l'affaire, c'est que si tu mets ça dans un pot, puis tu mets ça dehors, puis exemple, tu mets ça sur ton balcon ou je ne sais pas trop où, ben là, ça va trop geler. Ouais. Trop froid. Ouais. C'est comme des plantes. Ça veut donc dire, Étienne, que tous les sphinx, même mon anisote, Anisette. Ouais. j'aurais pu simplement la mettre dans un pot, puis elle aurait cherché de la terre pour s'enterrer, elle n'aurait pas trouvé, à un moment donné, elle aurait seulement transformée en chrysalide, puis là, je peux la manipuler à ce moment-là. Oui, ça serait transformé en chrysalide, mais c'est sûr qu'ils aiment moins ça, tourner, parce qu'ils Ouais. tournent dans le pot pendant des heures, des heures et des heures. Des fois, ils se fatiguent, puis des fois, il y en a qui meurent à cette étape-là. OK. J'ai OK. déjà vu ça, là. OK. Fait que si tu veux l'encourager, c'est sûr qu'avec la terre, elle va y aller direct, puis elle va faire cette chrysalide-là. OK. Fait que j'aurais pu mettre de la terre dans le fond d'un pot, puis Ouais. tout comme Mais- Carl, il aurait pu mettre un Ouais. plat avec la terre, puis là, la chrysalide, ben, elle Ouais, exact. elle va éventuellement. Ce qu'on fait dans les OK. élevages là, justement d'espèces qu'on sait qui nichent, qui nichent, voyons, qui chrysalident dans le sol, c'est que rendu au dernier stade de vie de la chenille, on commence à mettre de la terre, puis là, il s'enfouissent. C'est comme papillon OK. impérial, là, le Eclès imperialis pini, là, dentaire aussi. Fait que moi, quand j'en élevais sur le pain blanc, vers la fin, là, quand c'était des grosses saucisses, là, comme ça faisait plusieurs pouces de long, je commençais à mettre de la terre dans mes bacs, puis là, ils s'enfouissaient dedans. Ouais. C'est OK. ça.
OK. Écoutez, oui, Carl. Moi, Maria, oui, j'ai la chance d'animer un atelier conférence au Parc Jean-Drapeau. OK. Samedi le 20 août. Et le titre de ma conférence, c'est comment attirer les papillons dans vos jardins et les identifier. Donc, c'est quelque chose d'une heure qui se veut orienter un peu famille, là, assez truc de base. Mais je voulais te poser une question. Le parc, pour me récompenser, en tout cas pour me féliciter, mon petit salaire, c'est qu'il me donne un budget pour acheter des plantes, pour faire 2 plates-bandes de plantes vivaces pour attirer les papillons. Fait que là, j'ai des livres, là, il y a des recettes toutes faites, mais je me demandais avec votre expérience, est-ce que tu avais des espèces que tu pouvais me conseiller? Là, De plantes? Oui, pour Oh. attirer des papillons spécifiques, genre. Oh, plein. C'est sûr que il y en a qui vont attirer des papillons plus spécifiques. Hein? C'est sûr que il y en a des bien simples. Là, la plupart des plantes pour les pollinisateurs, pour les abeilles, vont être aussi bons pour les papillons. Là. Puis est-ce qu'on veut rester dans l'indigène ou on veut aller dans l'ornemental? Écoute, j'ai pas tranché comment je me place là-dedans. Des fois, je me dis, l'indigène, ça encourage, ça nourrit les insectes locaux. Ouais. Donc, ils sont plus théoriquement, à moins que je ne suis pas spécialiste, là, j'ai pour penser que si c'est indigène, vu que ça fait longtemps que c'est ici, ça nourrit davantage d'insectes. Ouais. Mais c'est sûr qu'en général, là, tu peux mettre des échinacées, ça attire beaucoup. Tu peux mettre des eupatoires, ça attire beaucoup les papillons. Les monarques aiment bien ça. Des asclépiades, l'asclépiade tubéreuse, l'asclépiade syriaca, incarnata, toutes les sortes d'asclépiades, tu pourrais les mettre. Bugléa. Oui, c'est ça, les arbres à papillons, les bugléa. Là, il y a un débat parce que moi, empiriquement, le bugléa, c'est clairement la plante qui attire le plus de papillons. Ben oui. Ça attire beaucoup les papillons, mais quand on les compare avec d'autres plantes, ça fait quand même. Ça s'égalise, je trouve. Oui, c'est pas le. Il y en a des variétés qui attirent moins, il y en a qui attirent plus, honnêtement. Il y en a une sorte là, qui fait comme un épi mauve. Là. Il y en a au jardin botanique. Là, c'est effrayant, ça, comment ça attire les belles dames en fait d'été. Oui, c'est fou. Les monardes fustuleuses, ça attire quand même bien, puis c'est indigène en plus. De la verge d'or, ça attire quand même un peu les papillons, là, mais les abeilles surtout aussi. Quoi d'autre? Aidez-moi, les gars, là, des idées. Oui, dans l'horticole, il y a, comment ça s'appelle, dans de Buenos Aires. C'est la verveine de Buenos Aires. Oui, la verveine de Buenos Aires est pas mal écœurante, je trouve. Oui, c'est vrai, c'est bon ça aussi. Oui, mais elle se ressème, je ne sais pas si elle n'est pas. Je pense qu'elle n'est pas rustique. Elle n'est pas rustique, mais elle se ressème. Oui, elle se ressème, j'en ai chez nous dans ma plate-bande qui se ressème, mais celle-là, elle ne va pas arriver en floraison au bon moment. Exact, c'est ça, je pense. C'est ça. Elle arrive en floraison comme en octobre parce qu'elle se ressème, ça prend tellement de temps à sortir. T'es mieux d'y aller avec des semis. Des acheter. En Gaspésie, j'ai planté des asclépiades communes. Ça n'existe pas en Gaspésie, des asclépiades. La deuxième année, la plante est un petit peu plus grosse. Ça fait que j'ai eu des monarques. Il n'y a pas de monarques non plus en Gaspésie. Qui ont pondu. J'ai eu plusieurs chenilles. Cette année, j'ai eu 2 visites de monarques, une en juin et une autre à fin juillet. Ils ont pondu à intervalles aussi. Wow. Mais c'est aussi la plante qui attire le plus de papillons. C'est l'asclépiade commune pour moi parce que j'en ai 50 sortes de plantes différentes qui attirent les papillons dans ma cour. C'est elle qui a le record à 100. Elle a une odeur. Moi, je sors dehors, puis elle est à 20 mètres de moi, puis je la sens. Pour donner une idée, mais le monarque doit la sentir à 10 km, je pense. Parce que des monarques en Gaspésie, là, il y en a à peu près pas, puis ils la trouvent dans ma cour. Puis je suis à peu près le seul à avoir des asclépiades à 50 km à la ronde. Ça te donner une idée, là. Donc, moi, j'ai vu, cette année, j'ai eu le papillon du céleri. C'est la première fois que j'en vois en Gaspésie. J'ai du papillon plus court, mais le céleri, je ne connaissais pas. Fait qu'il est venu dans ma cour. J'ai eu comment on l'appelle, point d'interrogation, c'est le violacé. Des fois, j'ai oublié les noms. Le polygone. Polygone violacé qui est venu aussi sur asclépiade. J'ai eu
l'amiral blanc, j'ai eu aussi, en tout cas, j'en ai eu plein. Même des alipis, en tout cas des papillons de nuit aussi pas mal. Donc, c'est ma plante fétiche, mais j'ai d'autres pour les abeilles puis tout, ben, j'en ai que c'est épeurant comment est-ce qu'il peut y avoir autant de sortes et autant d'individus. As-tu trouvé la même biodiversité, Michel, avec les autres sortes d'Asclépiades que la commune? La tubéreuse ou l'autre? Ma voisine en avait une autre sorte, puis c'était pas aussi efficace, mais cette année, ils n'ont pas repoussé. Ornata, oui. Tandis que les miennes, ils ont explosé cette année-là. Parce que l'Asclépiade commune est très envahissante, c'est ça qui me gêne un peu de la mettre dans mes plates-bandes. Moi, c'était la beauté de la chose, c'est qu'elle est envahissante. Surtout en Gaspésie, c'est fun. Nous autres, du côté tantôt, il y a Carl qui se posait la question s'il devait aller du côté indigène ou quoi que ce soit. Là, regarde, du côté de Gore, ma fille est microbiologiste, elle est responsable de l'environnement à Gore. Et puis, au printemps, à Gore, la journée ce qu'on appelle la journée du peuple, là, que tous les résidents viennent à la journée d'ouverture de la ville, whatever, on donne des petites enveloppes de graines sauvages. Puis pour que les gens puissent replanter tout ça dans leur coin, justement là, pour les bordures de lac, nous autres, parce que du côté de Gore, il y a à peu près 85 lacs là, à Gore. Et puis les gens, là, dans le temps, c'était toujours de la grosse tondeuse jusqu'au bord, là, jusqu'à temps que l'eau frise. Là, les gens faisaient ça. Fait que là, on force pour qu'avec ces petites enveloppes-là, des fois, regarde, on a la caisse est là, prenez-en 2, 3, 4, 10 enveloppes, puis videz ça sur votre terrain, sur le bord du lac. Là. Fait que on essaie de repeupler là, la vraie nature avec des fleurs vraiment sauvages, indigènes du Québec là, pour nos bords de lac, puis les bords de rivière, puis les ruisseaux. Puis il y en a qui disent « Ah, j'en ai trop d'enveloppes. » Ben, regarde, va te promener en auto puis tire-là sur le bord du chemin. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mets-en partout, là, c'est ça. Fait que on favorise beaucoup, beaucoup l'indigène ici au niveau des Laurentides. Puis oui, c'est envahissant. Mais regarde, moi, sur le terrain, moi, je suis en montagne, j'étais sur 393 mètres d'altitude. J'ai un côté pour accueillir mon monde, puis j'ai un côté pour m'évader moi-même. Puis en arrière de la maison, ici, j'ai 1,6 km de forêt. Puis j'ai une érablière puis une cédrière en arrière. Fait que, tu sais, puis des fleurs, je suis allé en mettre du côté ouest, du côté sud de ma montagne, parce que mon terrain fait le dessus de la montagne. Puis du côté de l'érablière, ben, j'ai une belle clairière que je me suis dégagée. Puis là, je mets de la fleur sauvage là-dedans. Là, j'ai été vider une trentaine d'enveloppes au printemps. Puis là, j'ai toutes sortes de fleurs, toutes sortes de couleurs qui sont apparues, là, du jaune, du blanc, du orange, whatever. Puis oui, il y a de la bestiole là-dedans, puis c'est fantastique. Là, ça bouge de partout. Fait que, moi, j'opte pour le sauvage, puis mon épouse, elle s'occupe de l'ornemental. Dans le fond, mon interrogation, c'était vraiment dans l'idée d'attirer le plus de papillons possible. Puis, j'ai l'impression que la littérature n'est pas complète encore scientifique. Là. On dirait que c'est pas tranché. Il y a des observations éparses. Chacun a son idée, mais en théorie, une plante exotique, elle arrive dans un nouvel environnement, elle n'a pas de relation symbiotique avec les insectes ici. Mais comme le bugléa, mon Dieu, ça marche quand même. Il y a quelque chose dans la plante qui les attire. Fait que moi, si je pouvais trouver mon idée, ce serait de faire des plantes indigènes rustiques et peut-être tricher avec une ou deux plantes exotiques qui boosteraient l'attrait de ma plate-bande. Tu sais. Ça, je m'en vais. Il faut que je le justifie éventuellement. Il va y avoir des gens comme Flavie qui vont venir voir, je ne sais pas. Puis là, c'est quoi ça? Là, il faut que j'explique un peu ma démarche. Ouais. Fait que là, d'ailleurs, j'ai une de mes responsables, elle me dit le bugléa, c'est comme du McDo pour les c'est vrai. C'est pas de la papillon pour les papillons. Carl, il peut y avoir aussi une approche de plantes autres qu'on appelle les plantes sur lesquelles les papillons vont venir pondre. Là. Moi, j'ai planté des téléas dans ma cour en Gaspésie. C'est dans le sud de Montréal habituellement parce qu'il y a une espèce de papillon, c'est le porte-queue géant qui pond là-dessus. Puis ça en est déjà vu à Gaspé il y a quelques années. Donc, ça pourrait arriver. Tu sais, ça se perd. Oui, les freins épineux, là. Oui, peut-être aussi. Puis j'ai planté aussi du micocoulier pour une autre espèce de papillon
Puis, comment ça s'appelle? Astérocampus celtis? Oui, Oui. C'est ça. je l'ai au parc, lui. Je l'ai. Bon, mais moi, en Gaspésie, ça n'existe pas, ces plantes-là. Fait que, il y en a dans ma cour. Puis, mais qui grossissent, peut-être, ça va attirer les papillons que je veux. Il y a ça aussi. L'asclépiade, je l'avais planté pour le monarque, ça a marché. Fait que, tu sais, de temps en temps, là, il faut aussi choisir. Il n'y a pas juste la fleur qui attire les papillons, il y a aussi sa plante. C'est de l'eau, de leur donner du soleil, les protéger du vent. Puis s'il y a la plante haute, plus des plantes qui les attirent, essayer de viser des plantes qui sont en floraison au moment où le papillon visé En plein ça. est actif. C'est moi, Étienne, si je t'ai coupé. Ah non, mais je cherchais le nom du frêne épineux parce que Michel a un bon point. Tu vois, là, je pense, je ne sais pas si je l'ai tu, celui-là, c'est Xanthoxylum americanum, frêne épineux, qui en fait pas un frêne, là, c'est comme une. Et tu iras checker ça. Je ne suis pas sûr que c'est exactement le bon, mais en tout cas, on l'appelle communément le frêne épineux. Puis comme disait Michel, surtout, en fait, ça me fait allumer, surtout pour le grand porte-queue. Ça peut être vraiment bon parce qu'au jardin botanique, là, il y a un buisson et ils sont tous dedans. Parce que c'est pas. Il n'y a pas des frênes épineux qui poussent partout. Fait que quand il y en a un, puis surtout au parc Jean-Drapeau, ça va marcher. Si tu mets 1 ou 2 arbustes de frênes épineux, puis tes tailles, tu ne les laisses pas prendre trop d'espace, là, tu vas avoir des grands porte-queue, des femelles qui vont venir pondre dessus. Je le retrouve, cet arbre-là, quand je travaillais au jardin botanique, je me rappelle, je l'avais suivi. J'avais complètement quitté mon travail. J'ai le grand porte-queue. Je voulais voir, je voyais qu'elle checkait pour aller pondre. Et elle m'a amené au frêne épineux. Puis là, j'avais pris des drageons, puis j'avais amené ça chez moi, j'en avais élevé. Mais j'ai jamais revu cet arbre-là, jamais de ma vie. Ils l'ont coupé? Ça a duré 2-3 ans. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont coupé. J'étais sur le bord de dire à Maxime, Michel, de dire, regarde, fais un parcours entomologique et amène le monde jusqu'au frêne épineux en juillet puis en août. Tu vas avoir des œufs, tu vas avoir des petits chenilles, puis c'est de l'éducation, c'est le fun. Ben oui. Puis tu as une place à aller, il y en a juste un au jardin. Fait qu'ils vont tous là. Je l'amène, je vais faire une recherche, je vais l'amener au parc Jean-Drapeau. Est-ce que le frêne épineux est indigène? Pas sûr. On le trouve en Ontario, je pense, parce que je sais que j'étais allé dans le Prince Edward County en Ontario, puis il y en avait plein. Ça vit sur le bord des berges inondables. Oui, ça pousse là. Donc, ça peut être zoné 4, mettons. Je pense que oui. Je pense que ça pousse. Ça n'a pas l'air si difficile que ça. OK. L'idée est bonne. Ouais. Pour le grand porte-queue, je trouve ça intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est originaire d'Amérique du Nord. Bon. Ouais. OK. Je l'avais vu la même. Mais plantez pas d'ortie chez vous en passant. Ouais, non. Ça prend de la place. Ça, c'est envahissant. Le vulcain est là-dessus, mais ouais. Le vulcain, le pan de jour, d'ailleurs, au parc Jean-Drapeau, il devrait avoir des fameux pans de jour. Ça, c'est le fun. Ça pond. Ça vaudrait la peine de travailler avec la plante haute. Mais là, c'est ça. Je pense qu'il se nourrit d'orties, mais d'autres de la même famille, là, proche, parente. Là. Ouais. Pan de jour, c'est nouveau ou ça me semble Michel, va voir ça. Aglaé-Sio ou Inakis-Sio, maintenant, le nom c'est Aglaé-Sio, c'est européen. Là. Ils avaient trouvé quelques individus au travers les années, de partir de 2005-2008. On n'en voyait pas tant que ça, même que c'était mystérieux comme observation. Puis là, maintenant, depuis 5 ans, c'est commun. Occasionnel, je dirais. Mais il est installé. Il est installé pour de bon. Ouais. OK. Il n'est pas encore en Gaspésie, mais un jour. Ça sent bien. Un jour, peut-être. Ouais. Un jour, peut-être. Fait que, guys and girls, il est 8h34. Moi, je suis encore au travail. On a fait un 5 à 7 avec les bénévoles de la collection ici. Fait que, si ça ne vous dérange pas, on va se dire au revoir et à une prochaine fois, parce qu'on va se refaire une petite rencontre de l'essaim des papillons dans quelques semaines aussi pour voir. Et puis là, le message à lancer, c'est Carl, Denis, Michel, achetez-vous un piège lumineux, faites essayer ça, capturez des papillons ou des photos.
Puis on se tient au courant. Prenez en note vos questions à la fois pour Flavie, moi et Michel, qui est là pour y répondre aussi, selon ses disponibilités, évidemment. Donc, n'hésitez pas. On est là Puis, pour ça. Flavie, tu pourras mettre mon adresse courriel sur le site. OK, parfait. Ouais, je vais mettre ça sur la page de l'essai. Es-tu sûr, Michel? Ah oui, ça ne me dérange pas. OK. Ouais, Au merci. pire, aller, je les mets dans les pourriels s'ils sont trop tannants. OK. C'est bon. Fait que t'as Non, compris? mais regardez, j'ai eu hier un jeune naturaliste de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il m'a dit enfin, je peux parler en français à quelqu'un qui fait du papillon de nuit. Puis j'ai dit ça te tente. Oui, viens-t'en. Puis depuis ce temps-là, bon, on s'échange, on identifie ensemble. Puis tout. Puis, Ouais. c'est le fun. J'ai une dernière petite intervention. Là. Je vais partager mon écran. Ici, ça, c'est une. Est-ce que vous voyez bien? C'est l'équipe et une photo de Michel. Bon, ça, c'est la page de l'essai des papillons, ici. Puis, on se demandait, est-ce que vous accepteriez de nous envoyer une photo de vous qu'on pourrait mettre ici, dans les petits ronds, là, pour remplir l'équipe? Les membres. Mettre les faces de tout le monde, les membres de l'équipe, oui. Comme on dit, ça fait pas mal. Pas de problème. On ferait ça, on mettrait votre nom puis votre région en dessous. Pas de problème. Ça va? OK. Ça va. OK. Ben, on enverra les on va courriels, attendre. Flavie. Oui, c'est bon. Parfait. C'est tout. Une petite question. Merci. Oui, une petite question rapide. Oui, rapide. Où je peux acheter tout l'équipement? Y a-t-il une place précise là, pour les amateurs ou faut... Sur la Salut, page, Flavie. OK. ouais, sur la page, le site, là, je viens de faire le partage d'écran, là, mais sur cette même page-là, là, je te dis, va défiler là-dedans, lis. Il y a un petit paragraphe sur les techniques, pourquoi utiliser les papillons, comment les aider, des liens pour trouver, acheter une lampe, vu que c'est justement Michel qui l'a recommandé, pour acheter un filet, comme j'ai mis des liens pour plein de matériel là. Fait que défile sur la page, puis il y a plein d'informations. Tu peux cliquer sur les boutons, il y a des formulaires, plein d'informations là-dessus. Il y a des liens pour le matériel là. Puis s'il y a du matériel que tu ne trouves pas ou que tu as des questions, tu peux toujours nous contacter, puis j'essaie de répondre le plus vite possible. Je pars en vacances demain, mais la semaine d'après, je vais répondre. La vie, elle va te coudre ça, elle va marquer sa machine à coudre, elle va te préparer ça, elle va t'organiser ça. Elle va le fabriquer, puis elle va le shipper. OK. Merci tout le monde, puis bonsoir. Merci beaucoup pour votre présence. Bonsoir. Merci. Merci Bonne pour soirée. les infos, c'est le fun. Bye. Puis oui, on va le faire le piège. Excellent. Ah ouais, merci, Bon, Denis. OK, Merci bye. beaucoup. Salut. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci Michel, très intéressant.